déjà, moi je vais commencer déjà pour vous rappeler un peu l'importance de la prairie dans nos systèmes et notamment dans notre massif central, et puis ensuite je vous brosserai rapidement le panorama des vertus de cet élevage à l'herbe. Déjà à l'échelle européenne, il faut savoir que la prairie occupe une place conséquente sur le territoire puisque c'est 60 millions d'hectares, ça représente 40% de la surface agricole tout de même, donc c'est loin d'être négligeable, et ces prairies ont un rôle essentiel dans les systèmes d'élevage sur notre continent. Et parmi les pays qui sont le mieux représentés en termes de prairies, la France compte pour 1/6 de ces 60 millions d'hectares de prairies, donc c'est loin d'être négligeable. Et au sein de la France, on peut se targuer dans le Massif central d'être la première prairie de France et quasiment d'Europe, puisque les 2/3 du Massif central, donc le grand Massif central, est constitué de prairies. C'est donc la base de l'élevage en Europe, mais c'est évidemment une base de l'élevage dans notre territoire de moyenne montagne. Et les zones de moyenne montagne, comme chez nous, sont vraiment des régions emblématiques de la prairie, parce qu'on y trouve une gamme diversifiée de prairies, de flore, qui va de la prairie temporaire aux pelouses et aux estives de montagne jusqu'aux bas-fonds humides dans certains vallons. Et il y a donc un réel atout à valoriser, à entretenir, à cultiver nos prairies permanentes, nos prairies naturelles, parce qu'elles présentent un tas d'intérêts, notamment du point de vue de ce qu'on appelle maintenant l'agroécologie. Et donc, par rapport à ces questions agroécologiques, la prairie a un rôle essentiel en termes de maintien de la biodiversité. À titre d'information, le Conservatoire botanique, il y a quelque temps, a fait un recensement du nombre d'espèces qui étaient menacées dans le massif, et on dénombre quand même 390 espèces d'intérêt qui sont menacées chez nous. Donc il y a un vrai intérêt à les maintenir, d'autant plus que nos prairies, en plus, ont la capacité d'accueillir beaucoup de biodiversité en dehors de la biodiversité végétale. C'est notamment le cas des pollinisateurs, dont on entend de plus en plus parler, mais aussi de beaucoup d'autres animaux et insectes qui sont hébergés dans nos prairies. Et ce réservoir essentiel de biodiversité qu'est la prairie joue un rôle essentiel aujourd'hui, à l'heure où c'est qu'on entend parler quasiment quotidiennement d'espèces qui disparaissent sur Terre. Mais cette prairie, plus directement pour nous qui élevons des vaches, a de vrais intérêts pour l'élevage, puisque par exemple il y a des recherches en cours qui visent à démontrer la valeur santé pour les animaux de la biodiversité des prairies, notamment avec des plantes qui auraient des intérêts en termes de gestion du parasitisme ou des choses comme ça, et desquelles les vaches se nourriraient. Les teneurs en antioxydants de ces plantes aussi qui auraient des effets sur la santé des animaux. Donc on avance régulièrement et constamment dans la connaissance de ces intérêts de la prairie dans nos massifs. Et si on prend un peu de hauteur par rapport à ces histoires de diversité, de biodiversité, une chose qui est essentielle chez nous, et c'est ce que je disais il y a quelques minutes, c'est qu'on a la chance d'avoir une diversité de prairies dans le Massif central qui est un atout non négligeable pour nous, parce que, notamment si elles sont bien cultivées, bien entretenues, permettre une certaine résilience face aux différents aléas que Emmanuel Hugo nous a rapidement évoqués en introduction. Ensuite, en termes d'intérêt des prairies, elles ont également un réel intérêt dans tout ce qui est préservation de l'environnement. Il faut savoir que des prairies comme celles qu'on a chez nous, des prairies de moyenne montagne, ont un potentiel de stockage de carbone qui est quasiment équivalent à celle de forêts tempérées. Alors, un ordre de grandeur, c'est 2,8 tonnes de CO2 par hectare qui sont stockées, ça vous dit sans doute rien. Mais globalement, ça permettrait de stocker jusqu'à 60 à 70% des émissions de méthane qui sont provoquées par les vaches et dont on entend aussi de plus en plus parler. Donc, nos élevages à l'herbe ont un impact qui est quand même relativement limité sur le réchauffement climatique, et les critiques qui sont adressées en général à l'élevage tiennent rarement compte du contexte dans lequel on élève nos animaux. Et puis d'autres choses que vous avez sans doute entendues en termes de préservation de l'environnement et d'intérêt de la prairie, c'est notamment des questions de qualité de l'eau, puisque le sol vivant va agir comme un filtre. Il va permettre de limiter le lessivage de l'azote ou du phosphore, par exemple. Nos prairies, et notamment le système racinaire, vont permettre de limiter l'érosion des terrains. Vous avez sans doute tous vu ces tests où c'est qu'on compare deux bassines, une dans laquelle
il y a un sol de prairie et une dans lequel il y a un sol de terrain qui est régulièrement labouré. Et les conclusions en général, les observations sont sans appel. On voit une eau qui est filtrée et claire dans le sol de la prairie, et les eaux qui proviennent de terres qui sont régulièrement labourées ressortent très chargées en résidus. Donc voilà, des intérêts pour la biodiversité, des intérêts pour l'environnement, mais également des intérêts en termes de qualité des produits. Bah oui, on est quand même dans une zone où c'est qu'on produit des fromages notamment, et si les zones de montagne sont très riches en fromages traditionnels, des fromages sous appellation, c'est pas pour rien, c'est logique, parce que en fait, ces prairies représentent réellement notre lien au terroir. La flore caractéristique de nos prairies, en fait, assure la typicité de nos produits, puisque ce sont les composés qu'on va retrouver dans les plantes des prairies qui vont permettre de déterminer la qualité gustative, la typicité des produits. Ce qui fait qu'on a des produits de qualité reconnus, avec des couleurs plus intéressantes, des goûts plus intéressants, etc. Et en plus, les plantes de prairie permettent d'obtenir des produits qui ont une meilleure valeur nutritionnelle, notamment des rapports en acides gras, oméga 6, oméga 3, dont on entend régulièrement parler, qui sont bien bénéfiques pour la santé humaine, puisque notamment ce rapport oméga 6, oméga 3 a des impacts directs sur le système cardiovasculaire. Pour rester dans la qualité des produits et en étant moins centré sur le goût du fromage, etc., une des qualités de l'élevage à l'herbe, c'est qu'il concurrence très peu l'alimentation à destination des humains. C'est souvent un argument qui est mis en avant par les détracteurs de l'élevage, et en fait, il n'y a que les ruminants qui sont capables de valoriser l'herbe, et dans nos montagnes, il n'y a quasiment que de l'herbe à valoriser. Et en ce sens, la FAO a mené plusieurs études qui montrent qu'en fait, un kilo de protéines animales sous forme de lait ou de fromage nécessite la consommation de seulement 0,5 kg de protéines végétales qui pourraient être consommées par l'homme. Donc nos systèmes d'élevage à l'herbe sont extrêmement performants de ce point de vue-là également. Et tout ça, c'est sans tenir compte du fait que la qualité des protéines qu'on produit dans nos systèmes d'élevage à l'herbe est bien plus supérieure à la qualité de protéines qui serait uniquement végétale. Et puis ensuite, quelque chose que... Il va falloir conclure, Mathieu. Mais parfait. Je vais conclure. Hop, j'ai lâché le feuille. Pas de souci. Et donc du coup, en conclusion, je vais assurer la transition pour laisser la parole à Vincent juste après. Parce que tout ça, c'est bien beau, mais aujourd'hui, on sait que nos systèmes sont menacés notamment par le changement climatique. Vincent en dira sans doute quelques mots, mais il faut s'attendre à des modifications profondes du rythme des saisons, de la pluviométrie, de la température, qui vont nécessairement impacter nos systèmes fourragers. Et c'est notamment pour ça qu'on a besoin de prendre soin de nos prairies à l'avenir. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent maintenant. Je vais juste faire la transition, si tu permets. Eh bien, je suis Patricia. Est-ce qu'au fond, vous entendez? Si besoin, il reste quelques places devant. Alors effectivement, Mathieu, tu l'as dit, un concentré de vertu, la prairie, quand il y a de l'herbe. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, dans un contexte qui est celui que vous connaissez, ça ne va pas être de donner des solutions miracles, on n'en a pas plus que vous malheureusement, mais c'est en tout cas de mettre en avant des leviers qui ont été mis en place, expertisés, testés par des éleveurs, et que toi tu as pu suivre, Vincent, toi et tes collègues, et donc pour donner en tout cas des pistes, dans le contexte qu'on connaît, autour de 3 axes. Donc la première thématique, ça va être comment est-ce qu'on optimise, on valorise l'herbe quand elle pousse. Ça peut paraître de la palissade, mais on va voir que c'est pas si bien que ça, d'autant qu'elle pousse plus tout à fait au même moment. Je te laisse la parole, Vincent. Merci. Donc en préambule, je dirais que là aussi c'est bon de le répéter, mais cette année on a eu l'année la pire que j'ai pu vivre en tant que conseiller. On a bien sûr des campagnols en sous-sol qui nous ont ravagé une grande partie du département. En surface, on n'a pas eu d'eau, on le voit ici, une pluviométrie qui a été absente une bonne partie du printemps, quasiment tout l'été. Et puis un dernier facteur qu'on ne connaissait pas, c'est ce qu'on appelle les épisodes de canicule, des températures qui ont flirté les 36, 37, 38, on remettait ça la semaine d'après. Et ça, les prairies sont des plantes qui ne sont pas adaptées à pousser à 37, 38, 39. À partir de 30 degrés, ça s'arrête. Donc on a eu ces 3 facteurs qui se sont conjugués. Et donc on peut difficilement faire de l'agronomie sur des temps longs.
Et malheureusement, on est maintenant sur des temps qui sont très très longs, des temps de sécheresse, et là on peut avoir des temps très très longs de pluviométrie. Alors pour faire le lien avec cette première partie, malgré tout, l'herbe va pousser, va peut-être pousser cet automne, en fin d'automne, va pousser sûrement beaucoup plus tôt au printemps. Ça, mes collègues qui ont l'atelier sur le changement climatique montrent qu'on devrait avoir une dizaine de jours d'avance de démarrage en végétation. Donc la technique, et c'est surtout les agriculteurs qui se l'approprient, vont être en capacité à fertiliser plus tôt. Alors fertiliser, moi je travaille en bio, ça ne veut pas forcément dire ammonitrate à je ne sais pas combien, 700-800 € tonne. Ça va être plutôt de mettre du lisier et du fumier plus tôt. Et dans des zones, alors peut-être pas à une altitude en 100 mètres, mais dans des zones comme Ytrac, on peut mettre le lisier ou le fumier à l'automne pour avoir des prairies beaucoup plus denses et qui démarrent dès les premiers rayons de soleil. Donc ça, vous pourrez témoigner sur vos pratiques, mais il ne faut pas avoir peur de mettre l'engrais, le fumier et lisier beaucoup plus tôt que vous pouviez le faire jusqu'à présent. Deuxième levier, quand l'herbe pousse, il faut être en capacité à sortir les animaux très tôt. Alors quand c'est portant, quand on est en élevage allaitant, on ne peut pas s'amuser à faire rentrée-sort, mais les élevages laitiers sont en capacité à faire du pâturage très tôt en saison. Alors, quand je dis très tôt, on peut sortir dès le mois de février, mi-février, dès qu'on commence à avoir des raigrats qui commencent à pointer la tête. Et après, c'est toute la gestion de la pâture pour faire en sorte d'avoir une herbe feuillue, et ça aussi, les éleveurs témoigneront de leur pratique. Ça suppose aussi des investissements sur les points d'eau, les chemins d'accès, cloisonner ces prairies pour faire du pâturage tournant dynamique sur 1-2 jours. Et enfin, ça suppose aussi de récolter des parcelles très tôt pour avoir soit du pâturage qui se prolonge en deuxième cycle, soit carrément des coupes de très bonne qualité qui vont permettre du regain ou de la pâture. Tous ces aspects, maintenant, c'est les amis éleveurs qui vont vous le témoigner. Et je voulais vous dire que dans la liste que nous allons traiter, on a à peu près retenu 1/3 des techniques qu'on aurait aimé partager avec vous, mais il a fallu choisir et on s'est restreint volontairement. On a en fait beaucoup de choses à dire et je pense qu'il faut toujours garder confiance dans le métier parce qu'il y a toujours moyen de trouver des petites adaptations à condition, encore une fois, qu'on évite ces grands temps longs de périodes où on ne peut plus faire d'agronomie. Merci à vous. Merci Vincent. Alors Julien et Frédéric, vous avez en commun d'avoir placé... Il y en a un qui a allumé, je pense. Oui, pardon. D'avoir placé l'herbe au cœur de votre système d'exploitation avec, si j'ai bien compris, finalement la même logique et le même objectif, c'est de conserver, voire développer encore les performances de vos animaux, qu'elles soient laitières ou viandes, et ce, en essayant toujours de viser le moindre coût, avec notamment des pratiques qu'a évoquées Vincent. Alors Julien, je vais vous demander peut-être en quelques mots déjà de présenter l'exploitation, et puis de voir justement en termes de gestion du pâturage, récolte, pâturage précoce, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment ça se passe, quelles sont les contraintes, et puis je poserai des questions si besoin. Voilà. Bonjour, pour me présenter, donc Julien Bec, je suis agriculteur sur la commune d'Andelat, près de Saint-Flour. Je suis en GAEC avec mon frère, nous sommes en production laitière pour une production livrée de 550 000 litres environ, en AOP, ainsi qu'un atelier d'engraissement de génisses croisées au bois de Charolais. Concernant les leviers que nous utilisons, donc, nous avons mis en place il y a à peu près une douzaine d'années le pâturage tournant. Et nous cultivons aussi de la luzerne pour prendre le relais du pâturage dans les repousses de seconde coupe. Alors, le pâturage tournant, c'était quoi l'objectif à la base? Donc au départ, le pâturage tournant nous a été conseillé par un technicien qui nous vantait des baisses de coûts de production et une réduction assez importante de la complémentation en concentré. Donc on a tout de suite voulu essayer en essayant d'atteindre ces objectifs-là. Il faut savoir que c'est une pratique qui demande un peu d'expérience et un peu de formation, puisqu'il n'y a pas vraiment de recettes standards. Chaque année est différente et on doit vraiment s'adapter aux conditions climatiques de chaque année. Aujourd'hui,
on peut dire que les objectifs qui étaient recherchés au départ sont bien atteints, puisque sur la période de pâturage tournant, qui dure à peu près 2 mois, 2 mois et demi, on peut obtenir une réduction du coût alimentaire d'à peu près 50% sur le lait produit. Et avec quelles conséquences sur la production, quantitative et qualitative, ça a changé des choses ou pas? Oui, donc pendant cette période-là, les vaches sont alimentées 100% quasiment avec l'herbe pâturée. Nous maintenons une complémentation concentrée minimale pour maintenir un niveau énergétique suffisant. Mais on voit qu'on peut obtenir une progression d'environ 10-15% de la production laitière avec une amélioration des taux et surtout une nette baisse du coût alimentaire. Qu'est-ce que ça a supposé comme aménagement sur le parcellaire? Oui, donc au départ, on a mis en place cette technique avec ce qu'on avait en termes d'aménagement, tout ça. Et puis quand on a vu qu'on était satisfait par la pratique, on a vraiment voulu investir sur la structure du pâturage. Donc on a cloisonné les parcelles en 8 îlots qui sont utilisés à hauteur de 25-30 arts par vache. On a aménagé des points d'eau dans chaque parcelle et on a profité dernièrement du pacte Cantal pour investir sur l'aménagement de pistes d'accès et notamment par la création d'un beau viaduc pour traverser une route communale. Il y a des ratés? Il y a des années où... Alors oui, comme je disais, c'est pas une science exacte, donc les principaux ratés, si on peut le dire, c'est notamment la gestion des reflux, parce que bon, on essaye nous d'apporter le maximum de qualité et de quantité aux vaches pour vraiment exprimer le potentiel laitier. Et malheureusement, on s'expose à des reflux qui peuvent être importants à certaines années. Donc ça, c'est un des points un peu difficiles à gérer dans cette pratique-là. Je propose qu'on bascule sur Frédéric pour l'instant. Frédéric installé en 2016, et quand on s'est lu, ça fait 7 ans, 4 années sèches, c'est ça en gros. Et pourtant, dès 2018, alors je tutoie parce qu'on s'est croisés plusieurs fois, dès 2018, tu dis, ben non, tant pis, je vire les nourrisseurs et advienne que pourra, avec l'objectif d'avoir les mêmes performances. Alors là, ça fait 4 ans. Tout à fait. Conclusion. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc installation effectivement en 2016 sur le secteur d'Itrac, donc bassin d'Aurillac. Installation hors cadre familial, j'ai repris une structure, donc un élevage salaire. Tout a démarré en fait à la première année d'installation. J'ai fait un copier-coller de ce que faisait l'exploitant en place. C'était un système naisseur avec de l'engraissement des broutards à l'herbe avec nourrisseur. Une gestion de l'herbe relativement basique, j'ai envie de dire, avec une gestion au fil, donc pas du tout de maîtrise, on va dire, technique. Et j'ai été orienté via une formation sur le pâturage tournant dès la 2e année. Et l'élément clé, l'élément déclencheur sur ma structure, ça a été en fait de se lancer à l'objectif d'avoir le même niveau de production en supprimant les nourrisseurs. Donc c'est un choix fort. Parce que quand on s'installe, on investit et il faut quand même avoir un peu de sécurité au niveau financier sur des volumes qui sont quand même conséquents. Et ce choix donc, a été mis en place lié au pâturage tournant. Sur la pratique, sur le terrain, j'ai investi sur pas mal de points d'eau parce que c'était aussi le point faible qu'il y avait sur la structure. Avec aussi là un objectif, c'était que les animaux aient un point d'eau accessible, qu'elles aient une distance de 100 mètres maximum à faire pour accéder au point d'eau, pour éviter l'effet troupeau, pour éviter les problèmes qu'on peut avoir liés à l'eau aussi, qu'on a pu voir cette année. Donc ce souci-là a été réglé dès le départ et dès la mise en place. Et ensuite, j'ai sorti les animaux plus tôt, donc ça Vincent l'a dit. Moi je note beaucoup ce que je fais sur un calendrier. Depuis 2016 et 2022, j'ai à peu près entre 15 et 20 jours de gain au printemps. Ça c'est aussi un élément clé.
Sortir tôt, c'est important parce que ça nous permet déjà d'économiser du stock. Et en fait, souvent on se rend compte, on pense qu'on n'a pas d'herbe, mais si on regarde sur une vision globale, alors après, toute raison gardée, moi je suis à 600 mètres d'altitude, donc il faut le prendre en compte aussi. Mais ça nous permet d'avoir une surface pâturable de qualité et d'enclencher, on va dire, la bonne dynamique qu'il y a au printemps. Souvent, moi je parle de pic de pousses au printemps. Celui-là, on voit qu'il est encore présent, il est des fois un peu moins prononcé, mais il est encore présent. Celui de l'automne, pour l'instant, je l'attends toujours, on va voir s'il arrive, je suis un peu inquiet, mais bon. Et donc, l'idée, voilà, c'était de déclencher dès le printemps, d'enclencher la bonne dynamique au niveau du pâturage. Une gestion et un cloisonnement donc, des paddocks qui est fait à 2 jours maximum. Donc ça, c'est un point clé aussi, parce que quand on est sur une période poussante, on sait qu'à partir du 3e jour, l'herbe repousse, et les animaux vont toujours être attirés par ces repousses. Du coup, on perd de la repousse, on perd un retour sur paddock qui est pas négligeable. Moi, par exemple, sur la saison qu'on vient de passer, malgré la météo qu'on a eue, au mois de juin, j'étais au 4e passage d'herbe. Donc, j'ai envie de dire, déjà, ma prairie, au mois de juin, elle avait déjà fait une partie de son travail de l'année. Et le bilan, donc, sur les animaux qui sont vendus au mois de juillet, bilan, on va dire, comptable et résultat, donc sur des animaux qui ont 10 mois à peu près, j'arrive aux mêmes performances aujourd'hui que j'avais dans les années d'installation avec le nourrisseur. Donc à l'époque, si on revient aussi sur les coûts de production, c'est pas forcément le coût de l'aliment qui m'a à l'époque influencé dans cette gestion de pâturage, mais quand je vois aujourd'hui le coût de l'aliment, ça réconforte mon choix parce que aujourd'hui les nourrisseurs ils sont au bout du bâtiment, ils sont éventuellement en location pour les voisins, mais je les utilise plus du tout et c'est pas prévu de les remettre. Juste Julien, donc Frédéric nous a dit une année comme celle-là atypique, même si on les annonce, ça risque d'être le schéma classique dans les années à venir. Vous, ça a donné quoi cette gestion du pâturage? Est-ce que vous avez pu quand même faire pâturer suffisamment, essayer de stocker un minimum? Oui, donc pareil, on a mis les animaux à l'herbe très tôt, dans la première quinzaine de mars. Dans une parcelle parking, mais qui a permis de faire une sorte de transition avec l'herbe. Et on a pu commencer le premier tour début avril. Et voilà, donc comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est vrai que l'herbe, cette dynamique de pousse du printemps, elle y est toujours. Donc au mois de juin, on peut déjà dire oui qu'on a utilisé une bonne partie de la dynamique de pousse. Et je pourrais rajouter aussi, parce qu'on l'a abordé aussi tout à l'heure, sur la dynamique de pousse pour la pâture, elle est la même pour la récolte en fait. Et on se rend compte que récolter tôt, déjà on assure du fourrage de qualité, et le temps s'avère aussi que souvent au printemps, on y revient encore plus tôt, et ça nous permet, moi j'ai envie de dire, l'objectif c'est que les animaux mangent l'herbe au bon stade, mais le mangent aussi l'hiver quand il a été récolté au bon stade, parce que moi l'objectif aussi sur un système toute herbe, alors qui est atypique sur le secteur où je suis, parce que quasiment l'ensemble de la structure est labourable, mais c'est un choix fort, et de récolter de l'herbe de qualité pour avoir une ration équilibrée qui va aussi permettre de ne pas faire recours à l'alimentation extérieure. Aujourd'hui, si on doit gérer par exemple une sécheresse comme on est en train de passer, j'aurai recours à l'alimentation et au concentré, mais sur une année normale, c'est un coût qui est enlevé et qui est du coup pas négligeable. Ok, je vois que Vincent opine du chef sur ce qui vient d'être dit. Je te propose Vincent qu'on bascule sur la deuxième partie. Donc là on était sur utiliser l'herbe quand elle pousse, et maintenant c'est comment on fait, justement vu les aléas qu'on a évoqués, on ajoute bien évidemment les rats. Comment est-ce qu'on fait pour préserver un minimum le potentiel des prairies et d'assurer une certaine pérennité de ces systèmes? Oui, c'est le deuxième levier pour essayer de préserver les prairies. C'est assez délicat. Alors effectivement, le Campagnol, comme je vous l'ai dit, il est très actif depuis 2 ans dans l'ensemble du département. Il s'écarte au niveau des zones traditionnelles qui sont les zones, on disait souvent, oui mais vous êtes 100% herbagé, il n'y a plus de haies, il n'y a plus de culture. C'est faux, on commence à trouver maintenant le Campagnol dans des maïs, dans des céréales, en châtaigneraie, alors qu'on a des haies, des rotations.
Donc très compliqué, donc il existe après voilà, des moyens de lutte préventifs, on lutte préventivement contre la taupe, on essaye d'éviter du rat, mais ça vous connaissez par cœur. Les effets, vous les connaissez aussi, malgré toute la bonne volonté, toute la mise en œuvre, quand on est dépassé, quand c'est des vagues, ça me fait penser aux incendies qu'on a connus dans les Landes. Vous pouvez éteindre un petit incendie, mais lorsque l'incendie est massif et embrasse toute une forêt, malheureusement on est quand même impuissant. Après, sur la partie pâturage, c'est encore important, j'y reviens parce qu'on s'est rendu compte que des pâturages un peu ras, le dernier pâturage du mois de juin, il faut essayer de... Et ça, c'est difficile à le mettre en pratique, mais il faudrait avoir une sortie d'herbe de 7-8 cm. Parce que la plupart des graminées vont stocker du sucre dans la gaine, et ça va leur permettre déjà d'avoir un effet parasol sur le sol. On va gagner entre 4 et 5 degrés de température entre un pâturage ras et un pâturage à 6-7 cm, voire 8 de hauteur de sortie. Et donc on préserve le potentiel de la prairie en évitant de l'évaporation, en maintenant un pied le plus longtemps possible. Encore une fois, ça marche pour des temps courts, c'est-à-dire on attend l'orage qui arrive 15 jours, 3 semaines après. Quand c'est des temps longs, on le voit dans le pays d'Aurillac qui n'est plus vert du tout, ça ne marche pas. Si on a 2 mois de sec, cette technique ne marche pas. Éviter le surpâturage, bien évidemment, à l'automne, là aussi, la tentation va être grande de tenir le plus longtemps possible, mais lorsqu'on va avoir des retours de pluie, et on va les avoir, ça va être un mois et demi de pluie sans discontinu, et le surpâturage au fil va vous dégrader les prairies. Donc là aussi, essayons d'éviter le surpâturage, puisque après on va vraiment impacter les campagnes futures. Je peux peut-être compléter par rapport à ça, et effectivement le surpâturage d'automne, moi j'ai pour habitude de dire rentrer tôt et sortir tôt, et l'inverse en fait ne marche pas, et donc effectivement on fait toujours des erreurs, on apprend de ces erreurs. Moi j'ai été tenté, comme tu as dit, de laisser les animaux pour gagner 10 jours, 15 jours, pour aussi des fois gagner un peu de paille en bâtiment, parce que c'est un coût important. Et au final, le constat, au printemps, les parcelles qui sont juste séparées par une clôture, celles où les animaux sont restés, c'est 15 jours d'écart. C'est direct, sur la même conduite. Donc ça, c'est important parce que le printemps se prépare à l'automne, c'est une évidence. Et juste pour l'illustrer, vous avez notamment les Néo-Zélandais qui sont pour l'instant les champions du monde du pâturage, mais qui ont montré que lorsqu'on avait des sorties de pâturage très ras, on impactait le système racinaire. C'est-à-dire que plus vous êtes ras en surface, plus vous épuisez la prairie en système racinaire. Et après, vous attaquez une pompe qui est vicieuse, puisque moins de système racinaire, moins de capacité de rétention en eau. Donc voilà, ça c'était un des messages. Dernière chose, avec Mathieu, on va partager des ateliers. Donc vous verrez, il y a plusieurs ateliers qui vont reprendre ce que je vous dis. Atelier campagnol, atelier régénération de prairies, atelier fertilisation, atelier changement climatique. Donc on répondra plus en détail sur cet aspect-là. Donc là, après, maintenant, je te laisse faire là. Atelier et aussi. L'atelier et, bien sûr, tout à fait, qui permet... un mot sur l'apport de réimplanter ou d'entretenir ces, et puis je crois que nos deux éleveurs pourront témoigner aussi. Si Vincent, tu veux introduire, quel est l'intérêt premier de ces stratégies? Alors les haies, elles jouent plusieurs rôles, on le voit dans des grands espaces ventés comme le césalier. De réintroduire des haies, ça permet de casser le vent, ça dessèche beaucoup moins, et puis effectivement les animaux trouvent bien sûr un peu d'ombre pour se mettre à l'abri. Les corridors écologiques, ils existent aussi. Les golettes, etc., ont tendance plutôt de traverser à couvert, ont tendance à suivre des corridors écologiques. Donc voilà, la réintroduction des haies a beaucoup de bénéfices. Et maintenant aussi, on réutilise l'entretien des haies pour économiser la paille, pour faire de la plaquette. Donc aussi, voilà, c'est plutôt dans une démarche vertueuse. Et je vous laisse en parler mieux que moi. Moi, toi, tu as un peu plus de recul. Moi, c'est juste en cours de projet parce qu'effectivement, c'est, on va dire, la deuxième phase de ce que j'ai mis en place. Et là, c'est plus un côté confort des animaux. La structure que j'ai reprise, en fait, a subi, on va dire, 40 ou 50 ans un remembrement. Et à l'époque, ces remembrements et ces recloisonnements de parcelles, c'était un peu, on va dire, la mode de faire des grandes parcelles. Et moi, je me retrouve aujourd'hui avec la contrainte que peuvent être ces grandes parcelles. Elles sont mécanisables, c'est évident. Mais par contre, sur des parcelles, un exemple
précis, une parcelle de 15 hectares, vous avez 3 arbres. Donc vous vous rendez bien compte que pour faire le pâturage, même si vous avez amené l'eau, il y a un problème de parasol pour les animaux. Et donc vous savez que quand on vient de passer un été à 35 degrés, là on est sur une période qui n'est pas favorable et pas confortable pour les animaux. Donc le projet moyen court va démarrer courant hiver 2022-2023 avec un projet important et un linéaire de haies et d'arbres qui va être planté pendant 3-4 ans. Julien. Moi, je peux compléter juste en disant qu'on avait entrepris cette démarche il y a une dizaine d'années, donc les haies sont en phase de pousse. Là, voilà, on a une partie de la surface qui est sur la planaise de Saint-Flour et soumise au vent. Donc c'était bien dans l'objectif de casser un peu ces vents et de créer de l'abri aussi pour l'été. Donc pour l'instant on attend que ça pousse, quoi. Ouais, sachant qu'on s'inscrit sur un battant là qui, vous me disiez 15-20 ans, c'est ça, pour que les effets soient perceptibles? Ben, disons que oui, forcément, autant aménager des choses concrètes, on a des résultats rapidement, mais là une haie, on sait qu'un cycle, on est sur 15 ou 20 ans. Donc il faut aussi penser, et là j'en profite, il y a des jeunes dans la salle qui seront un jour chefs d'exploitation. Et quand aujourd'hui on lance des projets de cette ampleur-là, c'est forcément qu'on pense aux jeunes, parce que ce sera eux qui auront les exploitations à gérer. Et au pire, s'il y en a trop, ils pourront en regrouper, c'est pas très grave. Moi aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de couper de haies parce que j'en ai pas. Il y a un volet qu'on n'a pas trop évoqué, on avait discuté avec Julien, c'était aussi l'importance de la luzerne dans votre système. Combien d'hectares? Comment ça se passe? Avec quel résultat? Oui, donc la luzerne, c'est une culture qu'on a adoptée il y a une bonne quinzaine d'années. C'était dans l'objectif de pallier ce manque d'herbe l'été et d'avoir une culture un peu plus résiliente à la sécheresse. Nous, on est sur une zone, donc le pourtour de Saint-Flour, qui est malheureusement assez protégé de la pluviométrie. Donc on essaye de trouver les leviers qu'on peut. Aujourd'hui, c'est une culture qui représente une douzaine d'hectares et qui a toute sa place dans l'assolement, puisque c'est pas du tout un projet qu'on abandonne la culture, même plutôt de la développer. Elle nous permet donc, après une récolte assez précoce, disons dans la première quinzaine de mai en ensilage, donc de prendre le relais du pâturage tournant fin juin, début juillet. Et cette année notamment, elle nous a vraiment bien aidé, puisqu'on n'a quasiment pas eu de rupture de pâturage. Enfin, bien sûr, la complémentation a été débutée très, très précocement, mais on a pu maintenir une pente pâturage d'environ 25-30%, malgré des mois chauds et secs comme juillet et une partie d'août. Voilà. Elle pourrait venir grignoter les surfaces de maïs, c'est ça que vous m'avez dit que vous souhaitez... Ouais, c'est vrai que déjà, pour des rendements qui sont quasiment identiques, c'est une culture qui coûte assez peu quand elle est implantée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est en phase de soit de grignoter du maïs, soit de le remplacer complètement. Oui, le pâturage de la luzerne, c'est vrai que c'est une plante qui n'avait pas une bonne réputation de ce côté-là. Nous, on n'a pas de souci. Bon, c'est vrai que les laitières ne partent jamais le ventre vide pour pâturer de la luzerne. Donc les risques de météorisation sont inexistants, on n'a jamais eu de problème, quoi. Les pâturer à un stade, il faut quand même attendre un stade fin montaison, juste avant le bourgeonnement minimum. Et il faut se prolonger jusqu'au stade floraison. Il faut savoir qu'on aura des refus dans les laitières, le bas des tiges, mais c'est pas vraiment un problème en soi, puisque ça se retrouvera au cycle suivant avec une meilleure repousse et éventuellement pour une fauche, ça sera récolté. Donc c'est vraiment pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Par contre, la luzerne, elle est cultivée en mélange avec du dactyle. Pour justement avoir une base aussi de graminées plus facile de consommer, notamment en pâturage. Vincent, il faudrait que tu prennes le micro, ouais. Oui, la luzerne, on essaye de la maintenir en place parce que c'est vrai que c'est une culture qui est assez délicate à l'implantation. Du coup, on essaye de les prolonger au maximum. On arrive à avoir des luzernes de 7-8 ans.
On veille bien chaque année à laisser fleurir au moins une fois. Après, quand on dit floraison, c'est quand même relatif, puisqu'on attend un minimum au moins 10 pieds fleuris au mètre carré, donc c'est assez léger quand même. Donc on maintient quand même la valeur alimentaire même au stade de floraison, quoi. Je rajoute un grain de sel, toujours sur la luzerne. Si vous voulez augmenter la pérennité de la luzerne, vous y mettez un coup de dent ou un coup de disque. Vous verrez, ça va la relancer. Et si possible, ça sera l'atelier que je conduis, vous en profitez pour mettre un bétail fourragé dans la luzerne vivante. Et vous allez voir, elle va reprendre un coup de vigueur. Elle adore être grattée, dans le sens du poil, c'est pas faux. Jolie transition, puisque notre dernier sujet, Vincent, ça va être d'adapter... Pardon ? Non, c'est pas sur le poil. Tu as un joli poil, Vincent, mais c'est tout. Le troisième sujet va être effectivement comment est-ce que, au vu de stocks fourragers qui deviennent, on va dire, plus réduits, voire peau de chagrin certaines années comme 2022, comment est-ce qu'on adapte ou pas le cheptel en face? Alors, on a beaucoup entendu parler de risques et de décapitalisation réelle, déjà effective, alors poussée par d'autres éléments antérieurs à la sécheresse, mais celle-ci contribue. Donc il ne s'agit pas là dans notre message de dire d'accentuer ce mouvement, loin de là, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour garder ceux qui vont valoriser le mieux, donc les animaux les plus productifs. Et là je te redonne la parole encore une fois pour voir quelles sont les pistes qu'on peut aller explorer. Alors là c'est pareil, je sers simplement de relais, puisque j'ai autour de moi, on va dire trois chefs d'exploitation. Le premier, c'est toi Mathieu, puisque ici se pratique donc deux stratégies pour avoir le moins d'animaux entre guillemets productifs. C'est pas que les génisses sont improductives, mais l'idée c'est quand même de faire du lait ou de faire des broutards ou de faire de la viande. Et donc les génisses, une flotte importante de génisses, c'est quand même beaucoup de bouches à nourrir. Donc si tu peux nous parler des deux stratégies que vous avez mises en place à l'INRA. Oui, bien sûr. Ça fait notamment 2 ans qu'on génotype toutes les génisses qui naissent sur le site. Parce qu'avec 168 vaches laitières à peu près, on fait naître plus de 80 génisses par an. Et à entretenir, ça représente un stock qui est conséquent. Donc il y a 2 ans, on a fait le choix de génotyper l'intégralité des femelles qui naissent pour pouvoir en réformer une partie au sevrage, donc des bêtes qui sont vendues pour la vie. Et mine de rien, ça nous permet d'économiser, en termes de chargement, d'avoir 20 à 30 UGB de moins à nourrir sur la ferme, ce qui est loin d'être négligeable. Et comme tu le disais, l'autre stratégie qui a été mise en place, c'est plutôt au niveau de la sélection et des doses qu'on choisit au niveau des taureaux, puisqu'on va avoir tendance à privilégier plutôt tout ce qui va être fonctionnel, santé de la mamelle, aplomb, etc., histoire d'avoir des animaux qu'on puisse faire durer le plus longtemps dans notre système, et notamment un système pâturant. On sait que les aplombs sont bien sollicités, sachant que par ailleurs, dans notre système ici qui est base intrant, on ne va pas chercher à sélectionner des vaches sur la productivité parce qu'elles ont déjà des potentiels qui sont largement suffisants. Peut-être qu'on peut basculer sur Julien, puisqu'il y a une recherche identique d'animaux productifs, mais avec un autre enjeu qui est celui de la longévité notamment. Donc quand on s'est dit au téléphone, vous m'aviez dit nous on ne réforme pas pour réformer. Au moindre pète, on ne casse pas un animal, c'est ça un peu la stratégie. C'est ça, ouais. Nous, on tourne avec un taux de renouvellement qui est tenu au plus bas, entre 20 et 25%. Donc, vraiment, les vaches reçoivent le plus grand soin pour essayer de vieillir au maximum. On utilise aussi 2 leviers qui permettent d'améliorer la longévité. Le premier, c'est les lactations longues. Et le deuxième, c'est le croisement laitier avec des races plus rustiques, mais toujours avec une base de Primostein dans le système. Donc, plus rustique, c'est quelle... On utilise la brune des Alpes et la rouge scandinave. Lactation longue, ça se passe comment? Et vous allez jusqu'où? Lactation longue, c'est sur les animaux qui ont quand même un potentiel. En fait, ma méthode de calcul, elle est simple, c'est le niveau de production au pic multiplié par 10, ça représente la durée de la lactation. La durée de l'intervalle vélage. Donc une bête qui fait le pic à 50 kg, je pars sur une lactation à 500 jours. Et donc c'est des pratiques, Vincent, qu'on voit par ailleurs, ou ça reste encore marginal comme...
c'est quand même assez marginal. Ça s'est connu dans des périodes où il fallait produire du lait à rallonge à une époque. On faisait des lactations longues sans le vouloir ou sans le savoir. Je ne sais plus quelle année c'était. Je sais qu'il y avait eu des lactations longues. Bon, après, il y a eu un petit peu de taux de cellulaire aussi, ça se paye derrière. Mais oui, c'est très très intéressant. Ouais. Alors, on change de levier, peut-être Frédéric, et là on va s'intéresser au vélage et à l'IVV justement. Vélage à 2 ans, c'est quelque chose que tu as introduit, enfin que tu as repris, qui existait déjà sur la structure au moment de l'installation. Je crois bien qu'en termes de... Si on convertit économiquement, c'est quelque chose qui paye certaines annuités, c'est ça? Oui, donc ça en fait c'est une pratique là, que j'ai découvert à l'installation, qui est une particularité on va dire en allaitant et notamment en salaire, et donc que faisait le propriétaire de la ferme. Moi j'étais un peu sur le reculoir à l'époque et c'est le côté vraiment économique qui m'a fait continuer cette pratique. Donc on va dire les 3/4, voire l'ensemble des génisses veulent à 2 ans. Donc ça me fait dans une catégorie de bêtes mais en moins à nourrir. Sur des années de sécheresse, c'est pas négligeable. Ça fait aussi conduire un nombre de vaches moindre pour avoir le même nombre de veaux. Et l'impact est important, tu l'as dit, au niveau financier. Moi j'avais fait le transfert, en fait le nombre de veaux en plus nés sur la structure me paye l'annuité du bâtiment que j'ai fait à l'installation. Donc c'est pas négligeable. Et aujourd'hui, du coup, quand on voit l'aspect conjoncturel, c'est une pratique que je ne pourrais pas arrêter sur la structure parce que pour sortir cet argent-là de notre atelier, j'ai pas encore trouvé la solution. Et il n'y a pas d'impact, parce que souvent le frein à ce niveau-là, c'est l'impact de la carrière de la vache. Il n'y a pas du tout d'impact. Moi, je valorise mes vaches au label rouge salaire. Donc le label rouge salaire est encadré par rapport à la conformation et au poids des animaux. Et l'ensemble des animaux passe en valorisation au label rouge salaire. Donc sur la carrière de la vache, il n'y a aucun impact, si ce n'est qu'il y a un veau en plus qui est produit. Et je pense que d'un point de vue laitier, le niveau de performance est aussi optimisé quand on fait un vélage précoce. D'ailleurs, c'est les éleveurs laitiers qui avaient initié cette pratique-là. C'est peu courant en allaitant, mais honnêtement, là-dessus, il y a vraiment de l'échange à faire parce qu'il y a des pistes. Et quand je vois dans les campagnes les animaux et la morphologie qu'il y a dans les animaux qu'on peut voir à droite à gauche, et même dans d'autres races, je pense qu'il y a des pistes à creuser là-dessus pour optimiser le renouvellement et le vélage à 2 ans. Petit grain de sel, si jamais c'est possible, c'est parce qu'on revient au point de départ, c'est parce que c'est des animaux qui sont conduits en pâturage tournant en génisse, donc ils font des croissances à l'herbe, j'imagine remarquables, sinon ça ne serait pas possible, et qui mangent du foin ou de l'enrubanage de très bonne qualité, sinon ça ne marche pas. Si des animaux, on peut faire rapidement la conduite des bêtes qui vont être inséminées cet hiver, donc qui ont été sevrées début juillet, donc prise à la pâture sans complémentation, c'était un lot de génisses qui faisait 330 kg et qui va faire un petit 400 kg cette année à la saillie. Elle devrait être plus à 410, 420, mais là vu l'année, elles ne sont pas trop reparties à l'herbe, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais voilà un peu la conduite des animaux qui sont sevrés donc, au mois de juillet, qui vont être inséminés en décembre et qui vont véler en septembre 2023. Donc j'ai envie de dire, les animaux sur ma structure sont là pour produire. Il n'y a pas de perte de temps à ce niveau-là. Vincent, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette partie? On est bon. Moi, j'ai envie de vous poser une simple question. C'est au regard de cet épisode extrême de cette année, la prise de conscience, vous l'aviez déjà, vous avez déjà tablé votre système. Est-ce que ça va encore changer quelque chose? Est-ce que vous allez mettre en place de nouveaux dispositifs? Et dans quel état d'esprit vous êtes, que ce soit Frédéric ou Julien, par rapport à ce phénomène de changement climatique? C'est la question piège. Oui, Joker. Non, nous, je pense que la piste de la mise à l'herbe précoce est un levier qui peut être intéressant. Nous, on a la chance d'avoir une partie des terres en labourade, donc je pense à des dérobés productifs assez précocement au printemps, comme des régras alternatifs par exemple, qui peuvent venir déjà stocker une bonne partie du pâturage pour du très précoce, quoi. Et après,
Après, peut-être la technique du stockage sur pied, éventuellement pour des animaux à faible besoin, comme des vaches taries par exemple, ou ça peut être une idée aussi pour partiellement avoir quelque chose d'appoint si besoin. Je rebondis juste, Vincent, 2 mots sur le stockage sur pied, parce qu'on a 2 minutes. Ben c'est super parce qu'on en avait mis plein, et du coup j'avais rayé ça faut pas en parler, ça faut pas en parler. Le stockage sur pied c'est en train d'arriver, donc on connaissait bien ça en zone méditerranéenne, hein, les pays pauvres. Donc en fait ce qui se passe c'est soit le dernier tour de pâturage, vous laissez une parcelle, vous la laissez de côté à environ début juin, vers le 15 juin, et vous la faites manger 30 à 45 jours plus tard. C'est-à-dire que l'herbe, elle est carrément épiée, vous pourriez la faucher, mais vous n'allez pas la faucher, et vous allez la redistribuer au fil. Alors les avantages, en quelques mots, c'est que vous avez, plutôt que de faire passer toute la chaîne combinée du foin, la faucheuse, la pirouette, l'enlendeur, etc., et la botte, pour le redistribuer un mois après en râtelier, c'est les vaches qui font le boulot. Vous leur donnez au fil, elles vont le manger. Vous allez toujours pareil, mettre la terre à l'abri du soleil, donc vous allez avoir une température de 5-6 degrés inférieure dans le sol. Et cerise sur le gâteau, ça va grainer. Donc à l'automne, vous allez voir qu'il y aura énormément de stocks grainiers de prairies qui vont être répartis gratos. Donc c'est une technique intéressante à réserver bien sûr aux animaux en entretien, puisque c'est quand même pas... c'est des fourrages à 0,5 UF, 0,55, voilà, c'est pas... Et par contre, en ayant vu des troupeaux laitiers taris qui ont consommé ces reports d'air sur pied, on est très agréablement surpris de l'état corporel, parce qu'elles arrivent quand même à manger 2-3 brins d'herbe verte, et elles ont un fourrage quand même qui les tient au corps, elles mangent tout le temps, et l'air de rien, ça les tient énormément en état. Et en plus, pour véler, quand elles sont taries, le fait d'avoir quand même une ration pas trop punchy, ça améliore les conditions de vélage. Merci Vincent. Frédéric, sur la suite, la bois collant. La suite, je viens de faire 4 sécheresses sur 7 ans, donc j'aimerais qu'il y en ait 2-3 prochaines qui soient un peu plus adaptées. Après, il faut rester optimiste, je pense qu'à ce niveau-là et au niveau changement climatique, on a tendance à faire beaucoup de constats, mais on n'est pas trop dans l'action. Donc je pense que les étapes à venir, ça va être dans l'action. Moi, sur ma structure notamment, revoir le chargement. Quand on échange entre éleveurs, on se rend bien compte que la personne qui est moins chargée a quand même un peu plus d'autonomie que l'autre. Donc réadapter ça, c'est important. Moi par exemple, mis en tête, quand je me suis installé, 80 hectares, 80 vaches, ça marchait sur le papier, c'était même comme ça dans le prévisionnel. 7 ans après, on va plus être à 70 vaches pour 80 hectares pour avoir cette autonomie, parce que faire des veaux, vendre des veaux en plus pour acheter l'alimentation, c'est pas judicieux, et on le voit avec le coût des charges cette année. Donc c'est plus réadapté à ce niveau-là. Et après, je pense qu'il faut échanger entre éleveurs. Il faut échanger aussi à travers des zones, parce qu'on a vraiment des écarts. On en parle beaucoup cette année, la pluviométrie, mais on a des écarts qui sont très 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 importants d'un endroit à l'autre. Et donc je pense qu'il faut échanger sur tout ce qui peut se mettre en place pour arriver rapidement à trier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et aussi, je le dis souvent, il faut être pragmatique. Cette année, il faut sûrement acheter du foin, ça coûte cher, c'est une charge, mais en souriant, moi je dis un camion de foin, c'est 1 heure de malheur, c'est 3 quarts d'heure pour le décharger, 1 quart d'heure pour faire le chèque, et on passe à autre chose. Donc des fois, il ne faut pas hésiter pour régler un problème et avancer, et pas toujours, entre guillemets, voir le verre à moitié vide, et plutôt le voir à moitié plein. On espère surtout qu'il va se remplir le verre, en l'occurrence. Eh bien, pari réussi, nous avons mis 56 minutes, donc chapeau messieurs, collectivement. Et puis déjà, je vais vous remercier parce que malgré le nombre que vous êtes, on n'a pas entendu un bruit, et c'est vraiment très appréciable pour nos intervenants, pour la qualité aussi d'écoute et d'enregistrement de toutes les informations qui viennent de vous être données. Malheureusement, le timing ne permet pas de faire des séances de questions-réponses. Néanmoins, vous pourrez les faire dans les ateliers qui vont suivre. Alors, Julien et Frédéric seront là un petit moment, peut-être pas jusqu'à la fin de l'après-midi. Profitez de leur présence pour échanger, justement, c'était le message que Frédéric lançait. Merci Mathieu de l'accueil, de toutes les explications qui ont été données sur les pratiques et les travaux. Vincent, je reste persuadée, monsieur expert te va très bien en l'occurrence.
Et merci aussi à la Chambre d'agriculture et notamment à Marc et à Annick de l'organisation et d'avoir piloté ce premier temps et ceux qui vont suivre. Donc la suite, c'est quoi? Une série d'ateliers qui sont proposés en contrebas avec le principe 3 rotations. Des rotations de 30 minutes, 20 minutes exposé-explication, 10 minutes questions, ce qui doit nous conduire vers 16h15. Et là, on change de lieu pour aller sur une parcelle témoin qui est juste au-dessus. Et c'est là que se finira ce temps d'après-midi, journée de l'herbe. Avant de passer la parole à Géraud, tu veux faire un sacrifice, toi? Ah bon, bien sûr. Encore une fois, vous remercier. Et puis Géraud, tu as la lourde charge de conclure. Bonjour à tous, c'est pas une lourde charge, ça sera sûrement simple vu les débats, la qualité des débats qu'on a eu précédemment. Simplement pour revenir sur la journée de l'herbe. Et nous on s'est posé la question, est-ce qu'on fait de la journée de l'herbe quand on n'a pas d'herbe? Ça nous a vraiment interrogé au cours d'une réunion de comité de pilotage. Je me rappelle d'un Vincent qui était complètement... qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais qu'est-ce qu'on va leur dire, quoi? Et moi je pense que, en toute humilité, il y a deux solutions, quoi. Le changement climatique, on en est tous convaincus, on le subit tous. Donc la question, elle était là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On subit ou on agit? Nous, on fait encore partie des gens qui disent que le développement, la recherche peuvent nous donner des outils qui nous permettront d'agir. Clairement, c'est sûr, on ne va pas faire rêver personne, hein, et c'est pour ça qu'on veut rester très humble dans notre message, un message qu'on a eu tout à l'heure avec des agriculteurs qui ont écouté leurs techniciens, qui se sont remis en question sur leur exploitation et qui ont cherché et qui cherchent encore des solutions. Demain, on sera tous obligés de passer par là parce que moi, j'aurais préféré être à une journée de l'herbe où la question centrale serait la fauche des refus parce qu'on a trop d'herbe. C'est pas le cas et j'ai peur qu'on en ait pour quelques années avant de retrouver cette situation-là. Mais c'est pour ça que moi, je pense que d'avoir des temps d'échange, Mathieu l'a évoqué, entre la recherche et le développement, c'est important pour nous. C'est aussi ce que disait Fred, de pouvoir confronter nos techniques entre agriculteurs. C'est des choses qui permettent justement de sortir un peu la tête du guidon, même si on est très oppressé, parce qu'on est tous dans la même situation, à acheter du foin, à savoir qu'est-ce qu'il faut garder comme nombre de vaches. N'empêche que si demain on veut être là, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Voilà. Juste pour la suite, soyez curieux, faites le tour des ateliers et puis échangez entre vous. Merci et passez une bonne après-midi.